Alors là, cet homme que vous voyez, c'est Augusto Pinochet. Et si son nom vous dit peut-être rien du tout, sachez pourtant que c'est l'un des plus cruels dictateurs d'Amérique latine. En fait, pendant 16 ans, il a fait régner la terreur au Chili, à travers un régime marqué par une répression sanglante de ses opposants. Eh bien, approchez mes Corvinas, on va retracer la sombre histoire pleine de rebondissements d'Augusto Pinochet, de son enfance à sa mort. Vous découvrirez comment son obsession pour l'armée va le faire passer d'un gamin fragile à un officier militaire ambitieux. Vous verrez ensuite comment sa haine du désordre l'a conduit à mettre en place un régime hyper autoritaire et violent, mais aussi comment il va consacrer sa vie à s'enrichir illégalement sur le dos du peuple chilien. Et enfin, comment, jusqu'à sa mort, il aura tout fait pour échapper à la justice malgré les atrocités qu'il a commises. Mais avant ça, on va commencer par une enfance qui, une fois n'est pas coutume, pour un dictateur, s'avère plutôt très tranquille. Mais avant de commencer, faisons un petit bond dans le temps, au moment de l'investiture d'Augusto Pinochet à la tête du Chili. Parce que ce dernier, il souhaite organiser une grande cérémonie et un discours qui marquera l'histoire. Et alors, il délègue tout le boulot à un certain Gustavo. Et Gustavo, sachez-le, il n'a rien à voir avec un personnage connu sur cette chaîne. Vraiment pas. Et du coup, là, voilà notre cher Gustavo qui a moins de 24 heures pour tout organiser de A à Z, en sachant que s'il échoue, il sait ce qu'il attend avec Pinochet. Heureusement, j'ai la solution qu'il faut pour aider ce pauvre Gustavo, et c'est Mammouth AI. En fait, le principe est très simple, sur une seule plateforme, vous avez accès à tous les derniers modèles d'IA les plus performants. Et du coup, selon vos besoins, vous pouvez faire appel à Claude, Gemini, ChatGPT, Mistral, Perplexity et plein d'autres. C'est super simple, c'est rapide, c'est vraiment efficace. Et là, t'inquiète Gustavo, regarde, hop là, en quelques prompts, hop, voilà, je vais pouvoir trouver un lieu de réception, même générer un discours d'investiture qui est super bien écrit. Alors qu'il pensait être sorti d'affaires, eh bien voilà que Gustavo, il reçoit un nouvel ordre. En fait, il faut réaliser des affiches à placarder dans tout Santiago et en même temps créer une vidéo à la gloire de Pinochet, bien entendu. Bon là, il se dit que c'est foutu, il va se faire dézinguer, mais encore une fois, grâce à Mammouth AI, c'est possible. Parce que grâce aux différents modèles d'IA, on peut facilement générer des super affiches et même une vidéo en mode biopic pour son président. Bon, juste un petit détail, c'est que Gustavo, il vit dans les années 70, donc ça n'existe pas encore. Et en même temps, c'est dommage puisque Mammouth AI, c'est vraiment un game changer. Et comme moi, là, en fait, vous pouvez même créer votre propre assistant IA personnalisé en paramétrant toutes les fonctionnalités IA selon vos habitudes. Comme moi en plus je suis souvent en déplacement, je peux même utiliser le chat vocal pour dialoguer avec l'IA. Est-ce que Mammouth AI stocke mes données? Avec Mammouth AI, vos données et vos prompts ne sont pas stockés par leurs partenaires et vos messages ne sont pas réutilisés pour entraîner les IA. Ok, très bien, parfait, ça me va parfaitement. Bon, et après, sachez-le, même si vous avez peur que quelqu'un découvre votre historique de recherche, vous pouvez tout supprimer, comme ça, ni vu ni connu, il n'y aura aucune trace. Ça peut être pratique là pour Gustavo s'il n'a pas envie de se faire choper par exemple. En tout cas, si vous voulez bénéficier des meilleurs modèles d'IA du moment sur une plateforme unique pour pas avoir 50 abonnements différents à payer, eh bien Mammouth AI est fait pour ça. Et c'est seulement 10 balles par mois. Ça vaut vraiment le coup, si ça vous intéresse, le lien est juste en description. Et quant à nous, je pense qu'il est temps là de vraiment plonger dans l'enfance très insolite déjà d'Augusto Pinochet. Alors, Augusto Pinochet, il naît le 25 novembre 1915 à Valparaiso, qui est une grande ville portuaire du Chili. Et déjà là, ce qui doit vous étonner, c'est que Pinochet, ça peut se prononcer à la française. Parce que Pinochet, ça fait très français, même si les Chiliens, ils disent Pinochet. Et ça, c'est parce que, Pinochet, il a des origines françaises. Pas mal, non? Bon, déjà du côté de son père, il descend d'une famille bretonne originaire de la ville de Lamballe en Bretagne, et qui s'est installée après au Chili au XVIIIe siècle. En fait, son ancêtre breton le plus lointain, c'est un certain Guillaume Pinochet, et qui avait fui la famine en France qui sévissait dans les années 1700, c'est à l'époque quoi. Et il avait alors débarqué au Chili dans la ville de Cauquenes au XVIIIe siècle, pour essayer de vendre des babioles récupérées en France quoi. Et en vrai, ça marchait un peu, car les objets, pas ouf honnêtement, qu'il vendait, avaient un côté un peu chic à la française, aux yeux des Chiliens. C'était ce petit charme quoi, vous voyez. Là, son ancêtre, il s'était alors marié avec une certaine Ursula de la Vega, issue d'une famille bourgeoise de la ville, et qui possédait des haciendas, qui sont des grandes fermes quoi. Et bon, voilà, petit à petit, de génération en génération, la famille Pinochet s'est appauvrie, car les terres héritées des ancêtres étaient divisées entre les descendants. C'est un peu le problème quoi. Après, il y en a trop, et puis voilà, en plus les descendants ils s'en foutent, enfin vous voyez le problème quoi. Et c'est pour ça qu'un des descendants, un certain Augusto Alejandro Pinochet, donc le père d'Augusto, quitte sa région natale pour aller vivre à Valparaiso. Il devient alors contrôleur des douanes, puis pompier, et il se marie avec une certaine Avelina Ugarte, qui elle-même a des origines françaises du Pays Basque. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Et bon, là si vous dites, putain, on s'en fout, pourquoi il nous raconte tout ça? C'est parce qu'en fait, Augusto Pinochet a joué toute sa vie sur le prestige de ses origines. Je parle bien des origines françaises. Et d'ailleurs, quand il sera au pouvoir bien plus tard, on retrouvera dans son palais présidentiel de nombreux bustes de Napoléon, ou même des livres sur la vie de Louis XIV qui l'admiraient. Mais bon, pour l'instant, Augusto, c'était le fils aîné d'une famille de 6 enfants, avec 3 filles et 3 garçons. Et contrairement
contrairement là à d'autres dictateurs, il a pas eu une enfance horrible, honnêtement. Il a pas été battu, ou il a même pas vécu de traumatisme. En fait, faut même le dire, le père d'Augusto, c'était quelqu'un de calme, de sérieux, de travailleur, et d'ailleurs il avait un caractère un peu plus effacé que sa femme. Parce qu'en effet, la mère d'Augusto était connue pour être un peu plus affirmée, et c'est plutôt elle qui dirigeait vraiment la famille, quoi, en inculquant à ses enfants les valeurs religieuses et traditionnelles. Il y a un côté un peu traditionnel où c'est le papa qui ramène l'argent, c'est un peu le chef de famille, mais c'est la mère qui va diriger après la famille, quoi, qui va l'élever, quoi. Bon, en tout cas, quand il était petit, Augusto, c'était un enfant assez calme, bien élevé, qui a même étudié au sein de collèges catholiques privés. D'ailleurs, à l'école, voilà, c'était un élève moyen, il se faisait pas harceler, et d'ailleurs, il avait même plus tendance à être le chef de la bande, quoi. Mais en tout cas, déjà petit, sa mère, elle avait une ambition pour lui, un rêve, c'était qu'il soit un jour militaire. Et du coup, durant toute son enfance, Pinochet, il était très attiré par l'armée, mais aussi la guerre. Il passait par exemple son temps à jouer aux petits soldats de plomb avec ses frères. Et vous voyez que plus tard, cette passion, elle l'a pas quitté. Quand nous jouions aux petits soldats avec mes frères, c'était moi le chef car j'étais le plus grand. Un jour, un ami est venu jouer avec nous et il avait apporté une petite catapulte qui a décimé toute notre petite armée. J'ai décidé d'aller acheter la même avec mes frères pour plus que ça se reproduise lors d'une prochaine partie. Ce n'est pas forcément que je détestais perdre, mais j'avais vraiment envie de trouver des solutions pour gagner. Et puis un jour, alors qu'il n'a que 13 ans, un accident a failli vraiment bouleverser ses plans de devenir militaire. En fait, je vous explique, Augusto, il s'est fait renverser accidentellement par une calèche et ça l'a blessé à la jambe. À l'époque, les médecins, ils diagnostiquent un problème de cicatrisation au genou. Ils pensent même que il faut l'amputer. Non, pas de bol. Et alors là, sa mère, elle a refusé totalement ce diagnostic. Et elle s'est mise alors à prier tous les jours pour que sa blessure guérisse. Et au final, Augusto s'en sort bien. Il se fait pas amputer. Mais quand même, cette blessure, ça va l'empêcher de faire du sport et de se muscler en vue de faire l'armée plus tard. Bon, en tout cas, Augusto, il était vraiment embêté par cette petite histoire quand même de calèche. Parce que lui, il rêvait vraiment d'entrer à l'académie militaire pour devenir un officier de l'armée. Sauf que, à contrario, son père, lui, il était contre cette idée. En fait, il avait peur que son fils, il se blesse parce qu'il estimait qu'il était un peu trop fragile, quoi. Mais la mère d'Augusto a mis la pression sur son mari pour qu'il finance quand même les études militaires d'Augusto. Même s'il était pas d'accord. La daronne, elle avait du caractère, quoi. Et en 1931, Augusto, il tente donc d'entrer à l'académie militaire de Santiago, alors qu'il a que 15 ans. Sauf que dès le départ, là, sa condition physique, ça pose quand même souci. On a pensé à l'époque que j'étais encore un enfant et que je ne pouvais pas intégrer l'école à cause des exigences physiques. En 1932, j'ai aussi voulu y entrer, mais ils m'ont trouvé trop faible pour supporter les marches militaires que l'école imposait. J'avais fait une poussée de croissance et j'étais très maigre. Pour la 3e fois, j'ai insisté et c'est alors que j'ai été admis. Et puis en 1933, alors qu'il est âgé de 18 ans, là, Augusto Pinochet intègre enfin l'école militaire de ses rêves, à Santiago. Bon, là, il ne le sait pas encore, mais c'est le début d'une carrière militaire qui va l'amener vers les plus hautes sphères du pouvoir au Chili. Alors là, l'entrée à l'académie militaire, c'est vraiment une révélation pour Augusto, parce qu'il se sent vraiment hyper épanoui là-bas. C'était ce qu'il lui fallait. Et il est super motivé pour réussir ses études, et surtout, il a une grande admiration pour ses supérieurs hiérarchiques, et même pour les institutions militaires en général. Vous voyez, donc du coup, c'est là où il étudie, ça a l'air sympa. Et en même temps, il faut aussi se dire que le contexte politique de l'époque, ça a quand même joué dans sa vocation. Parce que dans les années 30, le Chili vit une crise économique et politique. Là, les régimes se succèdent et ils durent jamais trop longtemps à cause des coups d'État successifs. C'est hyper instable, quoi. En fait, quand le peuple se révolte ou que les grèves éclatent, c'est souvent l'armée qui est en première ligne. Et du coup, notre petit Augusto, il a depuis son plus jeune âge été très marqué par l'image d'opposants politiques radicaux qui se montraient violents avec les soldats. Ou alors même qui crachaient par terre dès qu'un officier militaire passait à côté d'eux. Il n'y avait pas le respect de l'uniforme, on peut imaginer. En fait, à cette époque, l'armée, elle était souvent accusée de servir les intérêts d'hommes politiques et pas le peuple chilien, quoi. Elle était un peu corrompue, quoi. Et en fait, depuis le début du XXe siècle, l'armée chilienne avait été réformée par des instructeurs venus d'Allemagne. Comme par exemple un certain Emil Körner Henze, qui a été commandant en chef de l'armée chilienne. Et du coup, c'était lui qui a fait en sorte que l'armée chilienne obéisse à une discipline de fer et que du coup, elle se mêle pas des affaires politiques, quoi. Et justement, c'est à cette époque qu'Augusto Pinochet, il prend conscience que face à tout le bordel politique, avec tous les changements qui arrivent, la seule garantie de l'ordre, le seul truc qui est stable dans le temps, c'est l'armée. Et ça sera sa philosophie durant toute sa carrière, mais je vous en reparlerai plus tard. Depuis tout enfant, j'aimais aller à la caserne regarder les formations militaires. J'admirais cette carrière, la martialité des soldats m'enthousiasmait, la façon dont on traitait les gens, les grades, je m'imaginais toujours avoir la même chose plus tard, l'uniforme et la martialité. Voilà, quelques années passent, et alors qu'il est âgé de 21 ans, Pinochet finit par être diplômé de l'académie militaire, avec le grade de sous-lieutenant dans l'infanterie. Bon, il commence assez bas, mais c'est assez normal en vrai. Et là, il va alors entamer une carrière militaire assez classique.
classique. En fait, c'est un jeune officier rigoureux qui fait appliquer les règles auprès de ses soldats, très classique quoi. Il va occuper alors plusieurs postes dans tout le Chili et il parvient même à grimper les échelons petit à petit quoi. Et en 43, alors qu'il a 28 ans, là il se marie avec une certaine Lucia Iriarte, avec qui il va avoir quand même 5 enfants. Ça rigole pas à l'époque. En plus, son mariage, il se veut grandiose. Il va y avoir 300 invités à l'église, il y aura beaucoup d'officiers militaires, mais aussi des personnalités importantes du monde économique et politique. Parce qu'en effet, derrière cette relation amoureuse se cache en vrai une ambition secrète de la part de Pinochet. En fait, Lucia, donc sa femme, c'est la fille d'une certaine Osvaldo Iriarte, qui est un riche avocat et sénateur du parti radical chilien, et qui sera d'ailleurs plus tard nommé ministre de l'Intérieur. C'est plutôt stratégique donc. Et c'est d'ailleurs lui qui l'invite à devenir membre de la franc-maçonnerie chilienne, afin d'accéder à un réseau d'hommes politiques, de hauts fonctionnaires et de riches patrons. Là, Pinochet se met alors à jouer un double jeu. D'un côté, c'est un bon soldat, loyal aux autorités de l'État, et puis de l'autre, c'est un ambitieux qui méprise les hommes politiques. Et puis il subit alors l'influence de sa femme elle-même. En fait, elle ne va cesser de l'engueuler dès qu'il se comporte de manière pas assez classe lors de soirées mondaines. Un peu en mode plouc, quoi, selon elle, quoi. Et puis voilà, le temps passe et il finit par atteindre le grade de capitaine et sa petite notoriété politique va alors l'amener à se voir confier une mission assez sombre. Et ce sera notre premier secret. Alors déjà, tout se passe dans le port de Pisagua, qui est un lieu isolé au nord du Chili, en plein dans le désert d'Atacama. En fait, c'est à cet endroit-là qu'une prison a servi de lieu d'internement de tous les citoyens des pays ennemis, durant par exemple la Seconde Guerre mondiale. Sauf que, pendant la guerre froide, la prison s'est transformée en camp pour enfermer les opposants socialistes, communistes et anarchistes. Parce qu'en effet, il faut le savoir, mais le président de l'époque, qui s'appelle Gabriel González Videla, il est plus du côté des États-Unis que de l'URSS. Et en 48, il va nommer Augusto Pinochet à la tête du camp de Pisagua. Et c'est alors là que ce cher Pinochet va révéler une face beaucoup plus sombre que celle de l'officier militaire loyal et propre sur lui. Parce qu'à Pisagua, il se montre impitoyable avec les prisonniers. Il n'hésite pas à les maltraiter, voire même à les torturer. Là, vraiment, il se découvre une nouvelle nature, quoi. Et c'est alors là qu'il fait la rencontre d'un sénateur de gauche nommé Salvador Allende. En fait, le sénateur, il a entendu parler des sévices que subissaient les prisonniers. Il a demandé à Pinochet de pouvoir visiter le camp. Voilà, juste pour voir à quoi ça ressemblait et tout. Mais Pinochet, il a refusé. Il n'avait pas envie de le voir. Ce qui semble montrer qu'il avait vraiment des choses à cacher là-bas. Bon, à cette époque, Pinochet, il ne le sait pas encore, mais il vient de faire ses premiers pas en tant que futur dictateur. Mais en tout cas, en rencontrant ce sénateur, donc Salvador Allende, il ne sait pas non plus que cet homme, il va jouer un rôle très important pour la suite de sa carrière. Alors là, il faut faire un bon petit saut dans le futur, et là maintenant Pinochet, il a 48 ans. Et il atteint alors le grade de colonel. Il se voit alors confier la direction de l'école militaire de Santiago, où il va enseigner la géographie. Sauf que c'est hyper important, c'est qu'à la même période, le Chili vit une grande instabilité politique. Les présidents se succèdent, l'économie du pays stagne, et puis les Chiliens s'appauvrissent. Comme je vous l'ai dit, même quand il était plus jeune, c'était la galère, c'était pas stable du tout. Et du coup, pendant ce temps, Pinochet, lui, il ne s'occupe pas du tout de politique. Alors, il s'en fout, ça lui passe à travers. Parce que son obsession à lui, vous l'avez capté, c'est l'armée, c'est l'ordre, c'est les militaires. Et surtout, il est très influencé par l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis. Et du coup, tous les deux, ils partagent un ennemi commun, c'est les communistes. Tous ces mecs de l'URSS, Staline et compagnie, c'est mort, quoi. Et du coup, en 1968, là, Pinochet décide de voyager discrètement aux États-Unis, où, on le sait, les communistes n'étaient pas très bien vus durant la guerre froide. Et on en arrive à un autre petit secret. Parce que aux États-Unis, Pinochet va visiter plusieurs installations militaires et des centres de commandement. Alors, officiellement, c'était l'occasion pour lui de découvrir l'armement moderne des États-Unis, mais aussi des techniques d'espionnage militaire. D'ailleurs, dans une grande étude sur le sujet, l'historien Peter Kornblue a eu accès à près de 24 000 documents de la CIA qui ont été déclassifiés dans les années 90. Et dans ces docs, il montre que Pinochet a participé à des conférences où étaient présentées diverses techniques pour lutter contre les ennemis intérieurs. Sous-entendu, les révolutionnaires communistes. Et là, l'historien, il a vraiment montré que les manuels militaires utilisés à l'époque par les Américains, ils faisaient clairement référence à des actes de torture pour interroger les prisonniers. Et du coup, les Américains préconisaient par exemple le fait de les enchaîner en permanence, de les empêcher d'entendre ou de voir, de les menacer de coups de manière récurrente et de, grosso modo, briser leur volonté. Bref, tout ça était tout à fait normal aux États-Unis à cette époque-là, et on peut imaginer que Pinochet, comme il a vu tout ça, il a pu être légèrement influencé pour la suite. Quelques années passent et là, les choses s'accélèrent un petit peu pour le Chili, avec un grand changement politique qui a lieu. Parce que Salvador Allende, vous savez, donc le sénateur qui voulait
voulait visiter la prison, eh bien il finit par être élu président de la République, en étant soutenu par tous les partis de gauche. Du coup, grosso modo, donc la gauche là-bas, c'est quand même plutôt qui sont pro-communistes. Et du coup, là, Salvador Allende, il met en place un programme assez radical, avec déjà la nationalisation des mines de cuivre, qui est l'une des plus grandes richesses économiques du pays, mais aussi la confiscation de grandes terres agricoles pour les redistribuer aux paysans pauvres, ou encore le contrôle par l'État de certaines banques. Et il permet aussi un meilleur accès au logement et un salaire minimum pour les moins aisés. Du coup, forcément, avec ce genre de programme, tous les conservateurs, les libéraux, les gens de droite, grosso modo, ça leur plaît pas, quoi. Vraiment pas du tout. C'est vraiment pas dans leurs valeurs. Et du coup, pour les États-Unis, qui assistent évidemment à cette prise de pouvoir, c'est aussi un mauvais signe. Très mauvais. En fait, ils ont peur que le Chili devienne un petit peu comme Cuba avec le temps. C'est-à-dire un grand pays communiste dans la région. Avec à sa tête, donc la tête de Cuba, Fidel Castro. Bon, à cette époque, Fidel Castro, c'est l'ennemi juré des États-Unis. Et surtout, il est aux portes de leur pays et ça les inquiète. Bon, en tout cas, Pinochet, même si lui, il fait pas de politique comme il dit, grosso modo, il est quand même plutôt pro-américain, quoi. Et il aime pas trop ce qu'est en train de faire le nouveau président, Salvador Allende. Et justement, le temps finit par lui donner un peu raison, puisque après 3 ans, on se rend compte que la politique de Salvador Allende, elle fonctionne pas. Et ça fonctionne tellement pas que son pays rentre dans une récession économique et l'inflation atteint alors un record de 300%. Littéralement parlant, c'est-à-dire que si vous achetez quelque chose à 5 €, 3 ans après, ça vaut 15 balles. Et vous, votre salaire, il a pas augmenté 2 fois 3. Donc, vous vous faites bien couiller, quoi. Bref, les populations s'appauvrissent tous encore plus et il y a même des pénuries alimentaires dans tout le pays. Et du coup, pendant ce temps-là, contre toute attente, le président Salvador Allende fait nommer Augusto Pinochet chef des armées, alors qu'il est âgé là de 58 ans. En fait, il se dit à ce moment-là que c'est un gars qui est apolitique, qui s'en fout de tout ça, il gère bien les affaires militaires, il est apprécié par l'opposition, ça peut être un bon pion qui est pas trop prise de tête, quoi. Mais ce que ne sait pas le président, c'est qu'en réalité, Pinochet est en contact avec d'autres généraux qui prévoient de le renverser par un coup d'État. Je ne suis pas et je n'ai pas été un militaire putschiste. Mais quand, en 1973, j'ai vu les possibilités d'une guerre civile, l'armement illégal qui arrivait secrètement dans le pays depuis l'URSS et la tentative du marxisme de s'infiltrer dans les forces armées, j'ai dû décider si je devais être plus loyal envers la patrie ou envers le président. Et le pays passait en premier, car dans le cas contraire, cela produirait la destruction du Chili en tant que nation souveraine. Et ainsi, le 11 septembre 1973, au matin, Augusto Pinochet passe à l'action avec l'aide de toute l'armée. Parce qu'en fait, 48 heures avant, il s'était enfin décidé à rejoindre les généraux qui complotaient contre le président Allende. Et c'est d'ailleurs lui-même qui, pour cacher son jeu, a décidé d'alerter Allende d'un coup d'État en cours. Et en lui disant que pas de problème, je vais t'aider à maintenir l'ordre. Parce que je suis avec toi quand même. Enfin, on est poteaux, quoi. Là, le président Allende se réfugie donc dans le palais présidentiel, derrière moi, à Santiago. Et à ce moment-là, même si ça sent mauvais pour lui, il refuse de démissionner. Car il se dit que, comme il a Pinochet, donc le chef de l'armée avec lui, du coup, ça va l'aider à empêcher le coup d'État. Sauf que, hélas pour le président, à midi, l'armée de l'air bombarde le palais présidentiel, littéralement, pendant que les chars entrent dans la capitale. Là, Salvador Allende est alors totalement dépassé et désespéré, et il finit alors par se donner la mort, en mettant fin alors aussi à son régime. À ce moment-là, l'armée chilienne prend le pouvoir, et avec à sa tête Augusto Pinochet. Malin, le gars, smart. Et là, son obsession à Pinochet, c'est très simple, c'est de remettre de l'ordre dans tout le pays, quitte à mettre en place une dictature sanglante. Bon là, dès les premières semaines qui suivent son arrivée au pouvoir, Pinochet prend des mesures radicales pour, selon lui, rétablir l'ordre dans le pays. Grosso modo, il en a marre du coup de tout ce bordel, quoi. Déjà, l'armée remplace le gouvernement, et du coup, le Parlement et les partis politiques, c'est supprimé. La liberté syndicale et celle de la presse, pareil, poubelle. Et enfin, l'état d'urgence et le couvre-feu sont déclarés. Et là, Pinochet est alors obsédé par une seule chose, il faut traquer les communistes. En fait, ceux qui ont, selon lui, ruiné le pays et créé le désordre. Et d'ailleurs, il le dira même à l'époque, je cite, « Je vais éradiquer ce cancer qu'est le marxisme au Chili ». Il aimait vraiment pas, du coup, les communistes. Il va alors se lancer dans une répression violente, hyper violente même, contre les opposants politiques. Alors qu'ils soient étudiants, journalistes, syndicalistes, ou même les poètes comme par exemple le célèbre Pablo Neruda. Et d'ailleurs, l'un des symboles les plus marquants de cette répression, c'est le stade de foot national de Santiago, qui est alors transformé en un vaste camp de détention pour les prisonniers politiques. Et du coup, les détenus vont être entassés dans les vestiaires, les douches du stade, et tout ça dans des conditions déplorables. D'ailleurs, en plein hiver, ils vont dormir par terre et ils seront pas nourris. Et régulièrement, certains seront même appelés pour subir des interrogatoires violents et des tortures. On s'est retrouvé à être jusqu'à 10 000 prisonniers, ici, au stade national. Notre vie dépendait de militaires
militaires armés de mitraillettes qui se tenaient devant nous. Ils nous menaçaient, ils nous faisaient mettre à genoux, ils nous frappaient. On ne pouvait pas dormir, ni le jour, ni la nuit. Et ils nous amenaient à l'interrogatoire dans différents endroits du stade. Des fois, ils nous sortaient pour nous asseoir dans les gradins, pour qu'on puisse regarder ceux qui venaient d'être torturés faire un tour de piste. Mais Pinochet va aller encore plus loin dans la mise en place d'une dictature sanglante. Parce qu'en 73, là, il lance une opération commando sous le nom de Caravane de la mort. À ce moment-là, des hélicoptères de l'armée vont sillonner le nord du Chili pour assassiner 75 opposants politiques considérés comme dangereux. Ils font pas les choses à moitié. Et une année après, Pinochet crée la DINA. En fait, c'est une police secrète avec à sa tête le général Manuel Contreras, à qui il va donner carte blanche pour traquer et éliminer les opposants politiques. Et du coup, cette police secrète pouvait agir en dehors de toute légalité et avait le droit de torturer, assassiner, voire même faire disparaître les corps de tous les ennemis du régime. Bon, à elle seule, grosso modo en termes de chiffres, on a à peu près 5000 victimes au Chili. Et la DINA, elle a également pour mission de coordonner ce qui fut appelé l'opération Condor. En fait, il s'agissait d'une collaboration secrète entre les services de renseignement des dictatures militaires du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay ou même du Paraguay. Grosso modo, toute l'Amérique du Sud, c'était plus ou moins des dictatures, quoi, à ce moment-là. En fait, pour eux, l'objectif, c'était de traquer, enlever et assassiner les opposants politiques par-delà les frontières nationales. Bon, en tout cas, on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 Chiliens qui ont été torturés et 3000 assassinés sous la dictature de Pinochet. Et puis à ça, s'ajoutent aussi beaucoup de femmes qui ont subi de nombreux abus sexuels lors de leur détention par l'armée et la police secrète. Et enfin, on estime qu'il y aurait jusqu'à 1 million de Chiliens qui ont fui le pays à cette époque pour échapper à la dictature. Et petite précision en termes d'habitants, parce qu'on a un peu de mal à situer le Chili, déjà c'est loin et tout. Pour vous dire, le Chili, à cette époque-là, ils étaient à peu près 9 millions d'habitants. Donc c'était énorme, presque 10% en fait de la population qui s'était barrée. Mais bon, petit à petit, Pinochet parvient à éliminer tous ses opposants. Et à ce moment-là, il a enfin la liberté de mettre en place un régime qui va évoluer de manière très surprenante au fil du temps. Et bien voilà, maintenant que sa dictature militaire, elle est bien en place et que ses opposants, soit ils se sont barrés, soit ils sont en tôle, soit ils sont morts, Pinochet, il doit redresser l'économie du pays, quoi, quand même. Sauf que petit problème, et ça il le sait bien, c'est que c'est pas un spécialiste de l'économie. Lui, son truc, c'est taper et puis c'est les militaires, quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est l'ami de grands patrons qu'il a connus à travers sa femme et son beau-père. Et du coup, son programme économique, c'est très simple, il sera hyper libéral et capitaliste. Je vous dis, il était pote avec les Américains. Même si, au tout début, il va quand même garder certains trucs qu'avait fait son prédécesseur, Salvador Allende. Genre, les mines de cuivre, elles vont rester dans les mains de l'État et certaines terres agricoles continueront à appartenir à l'État, quoi. Mais bon, en tout cas, pour l'assister dans toute cette gestion, il va faire appel à une équipe d'économistes formés aux États-Unis et surnommés les Chicago Boys. Et ils vont alors, petit à petit, remplacer les militaires au ministère de l'économie. Et du coup, dès 75, ils vont pas perdre de temps, ils vont mettre en place plein de mesures qui vont viser à libéraliser l'économie du Chili. Alors, si vous n'êtes pas trop familier avec le fait de libéraliser, tout simplement, c'est pas l'État qui va contrôler en fait l'économie, ça va être juste les entreprises privées, ça va être les individus et ça va être les lois du marché, quoi. Genre, ils vont privatiser 400 entreprises publiques, comme dans la santé ou l'éducation. Donc ce sera pas l'État qui va diriger ces entreprises, ce sera des entrepreneurs, des businessmen, l'économie, quoi. Ils vont aussi jarter plein de fonctionnaires et ils vont développer le commerce extérieur avec une libre circulation des marchandises. On pourra acheter et vendre du coup au Chili beaucoup plus facilement qu'avant. Et du coup, au départ, écoutez, ça fonctionne très bien. Là, à partir de là, le Chili connaît une forte croissance économique, si bien que les économistes, à ce moment-là, ils parlent de miracle chilien. Et ça, c'est spécifique à l'année 80. Après, il faut quand même un peu relativiser aussi quand même cette réussite. Déjà parce que la situation économique était vraiment catastrophique avant et que forcément, c'était un peu plus simple quand même de redresser quand vous étiez déjà tout au fond, quoi. Alors pour comprendre un petit peu, je vais vous donner quelques chiffres. À ce moment-là, au Chili, le taux de croissance, il est de 8%. C'est colossal. Sauf que petit bémol pour le Chili à ce moment-là, c'est que le taux de chômage, il augmente lui aussi et il passe à quasiment 30%. Pour les populations les plus fragiles, les plus précaires qui pouvaient avoir accès à une santé d'État, à une éducation d'État, ces services publics vont être complètement laminés. Cela entraîne un accroissement des inégalités sociales. C'est un effondrement d'une toute petite classe moyenne et une paupérisation d'une grande partie de la population. Mais pendant ce temps-là, Augusto Pinochet, il continue de maintenir l'ordre grâce à sa dictature qui interdit les syndicats, la presse, ou même qui réprime tous les opposants. Et surtout, en parallèle, il perd pas le nord et il pense à sa propre fortune personnelle, quitte à utiliser des méthodes pas très légales pour s'enrichir. En fait, selon le témoignage de son propre chef de la police secrète, Manuel Contreras, Pinochet et son fils se seraient enrichis grâce à un vaste trafic de cocaïne.
En fait, pour vous expliquer, dans les années 80, Pinochet aurait ordonné à l'armée de construire un laboratoire de cocaïne clandestin à Talagante, qui est une ville rurale située à environ 40 km de Santiago. Et du coup, à la tête de ce labo, il aurait placé un certain Eugenio Berrios. En fait, c'était un chimiste de la DINA, donc sa police secrète, et qui était tristement célèbre pour avoir mené des expériences vraiment bizarres. Genre, il aurait essayé de trouver des moyens d'empoisonner des ennemis avec de l'anthrax, du botulisme ou même du gaz sarin, qui sont des substances très mortelles. Bon, en tout cas, le labo de Pinochet avait pour mission de fabriquer ce qu'on appelle une cocaïne noire, afin de tromper là les agents des douanes en Europe ou même aux États-Unis. Donc ils se disent, bon, c'est pas de la coke, ils laissent passer plus facilement. Bon, bien entendu, suite à tout ça, Pinochet et son fils ont toujours nié toutes ces accusations. Même si, quand même, la CIA et les services secrets américains affirment posséder environ 2000 documents qui prouvent que, oui, il y a bien eu ce trafic et cette coke noire. Et du coup, cet aspect caché de la vie de Pinochet avec la coke là, ça contraste quand même pas mal avec les valeurs qu'il met en avant pour qualifier son programme politique. Genre, la foi chrétienne, la défense de la dignité, ou même la souveraineté de la nation. Et du coup, dès 77, voilà, Pinochet, il a 62 ans, et bien là, il doit faire face à une petite situation périlleuse. En fait, au niveau international, ses crimes et ses atteintes aux droits de l'homme, ils commencent à être connus. Par exemple, l'ONU elle-même dénonce, je cite, des violations constantes et flagrantes des droits de l'homme au Chili, y compris la pratique institutionnalisée de la torture. Et même ses alliés américains, ils commencent aussi à le lâcher. Par exemple, le président des États-Unis, Jimmy Carter, accuse, du coup, sa police secrète, la DINA, d'être à l'origine de l'assassinat d'Orlando Letelier. Parce que pour vous expliquer, Orlando Letelier, c'était un ambassadeur en fait du Chili aux États-Unis. Et il a été mystérieusement tué dans une voiture piégée sur le sol américain. Et ça, les USA, ils ont pas trop kiffé quoi. C'était pas le bon move. Et enfin, faut le dire, même en interne, Pinochet, il fait plus trop l'unanimité au sein de son propre camp. Car certains l'accusent d'avoir mis fin à la démocratie. Alors, il va prendre des décisions qui vont accélérer la chute de son régime. Bon, à ce moment-là, on est en 78 et Pinochet, il a 63 ans. Et là, il refuse de quitter le pouvoir malgré les critiques. On y prend goût à ces trucs-là. Et cette année-là, il organise un référendum national pour rejeter les critiques de l'ONU sur les droits de l'homme et s'assurer du soutien du peuple. Bon, en gros, il va demander à son peuple, est-ce que vous me soutenez ou vous êtes contre moi? Et il se trouve que les Chiliens vont voter oui, on vous soutient, Pinochet, à 75%. Ce qui est quand même énorme. Là, à partir de là, il y a beaucoup d'historiens qui pensent quand même que le vote était quand même un peu truqué. Bon, en tout cas, 2 ans plus tard, il fait également adopter une nouvelle constitution qui l'autorise à être président pour encore 8 ans. Et il garde encore l'armée au pouvoir. Et à partir de là, Pinochet, il se dit... Ok, c'est bon. Là, il a assuré ses arrières et il se maintient au pouvoir avec tous ses potes militaires et tous les économistes qu'on appelle les Chicago Boys. Et du coup, là, quelques années après, il y a une nouvelle grosse crise économique qui éclate dans tout le pays. Et à ce moment-là, ça sonne la fin du miracle économique chilien. Les gens, ils en peuvent plus. Les ouvriers commencent à former des syndicats, même s'ils n'ont pas le droit. Et il y a des grèves qui éclatent un peu partout. Là, des mouvements radicaux de gauche, opprimés durant la dictature, reprennent un peu du poil de la bête et se réorganisent clandestinement. Et d'ailleurs, la révolte gronde tellement qu'elle atteint son plus haut niveau en 86, année où Pinochet échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Et là, alors qu'il est en déplacement en voiture, escorté par des militaires, des hommes lourdement armés stoppent le convoi et l'attaque. Et cet attentat est perpétré par ce qu'on appelle le Front Patriotique Manuel Rodriguez, le FPMR, qui est un groupe d'extrême gauche qui veut mettre fin à la dictature. Les 2 Mercedes qui nous escortaient étaient sévèrement attaqués par les extrémistes avec des fusils M16, des cocktails Molotov et des lance-roquettes. L'une des roquettes a ricoché sur la porte de la voiture blindée où se trouvait le président Pinochet. Et miraculeusement, il n'a explosé que quelques mètres plus loin. Quand nous avons réussi à dépasser les voitures d'escorte, le chauffeur m'a alerté qu'une camionnette bloquait la route. Je lui ai ordonné de foncer et de passer entre la camionnette et la colline. Nous n'avions pas le choix. Alors, par chance pour Pinochet, il s'en sort qu'avec quelques bleus et égratignures. Mais quand même, à ce moment-là, il prend conscience qu'il y a quand même un truc qui tourne pas rond. À quel moment on l'attaque à la roquette, quoi. Là, il sent vraiment qu'il y a des graves menaces qui pèsent sur son régime et il décide alors de changer de tactique. Et alors, en 88, alors qu'il a 73 ans, là, on arrive à la fin des 8 nouvelles années qui étaient prévues par la Constitution. Il va alors tenter un coup de poker en proposant au peuple un nouveau référendum. À ce moment-là, c'est simple. Est-ce que vous voulez que je reste au pouvoir? Oui, non. Et si c'est oui, Pinochet pourra rester président 8 années supplémentaires. Alors que si le peuple vote non, il y aura des élections présidentielles et législatives qui seront organisées 1 an plus tard. Et ça mettra fin alors à la dictature au profit d'une démocratie. Et là, justement, il fait voter tout le monde et c'est le choc. 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Et ça va l'obliger alors à quitter
le pouvoir. Et en 90, il tient sa parole et il cède sa place à un nouveau président, et ce président s'appelle Patricio Aylwin. Les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer. Le pays s'est trompé en votant non. Bien sûr que cela m'a blessé, parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup travaillé pour ce pays. Il semble que je ne l'ai pas assez fait. Sauf que Pinochet n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas envie de terminer non plus sur un échec, ce serait quand même con. Et du coup, juste avant de quitter la présidence, il fait passer une loi qui lui permet d'obtenir un poste de sénateur à vie, et de rester dans la foulée commandant en chef des armées. Et d'ailleurs, il en profite aussi également pour dissimuler tout l'argent qu'il a accumulé de manière illégale afin de s'assurer une bonne retraite bien pépère, bien. Par exemple, en 2004, une enquête du Sénat américain révèle que Pinochet détenait un compte caché à la Riksbank aux États-Unis depuis 1994. Et du coup, la Riksbank l'aurait aidé à dissimuler son identité derrière des pseudos comme Daniel Lopez ou John Long. D'ailleurs, l'enquête a également montré que Pinochet utilisait en tout une vingtaine de fausses identités pour dissimuler à peu près 20 millions de dollars dans des paradis fiscaux. Bon, en tout cas, la justice chilienne a estimé que seulement 3 millions de dollars provenaient de ses salaires officiels, et qu'environ 17 millions, donc beaucoup, provenaient de détournements de fonds publics ou alors de vente d'armes illégales. Alors au départ, les héritiers de Pinochet avaient réussi à garder quand même cet argent qui avait été saisi par la justice, mais avant de devoir quand même le rendre en 2025, donc très récemment lors d'un ultime procès. Mais durant ce laps de temps, donc quasiment 20 ans, ils ont quand même bien eu le temps d'acheter des villas et d'autres trucs très luxueux grâce à tous les comptes bancaires qu'ils avaient. Bon, en tout cas, malheureusement pour Pinochet, alors qu'il pensait s'être assuré une fin de carrière bien pépère, tout va pas se passer comme prévu. À ce moment-là, on est en 98, Augusto il a 83 ans, et là ça commence à sentir le sapin. Par exemple, les Chiliens le surnomment El Tata, qui signifie le papy. Et c'est pourtant cette même année que son passé va le rattraper. En fait, beaucoup de pays vont critiquer sa politique violente qui a bafoué les droits humains durant toutes ces années au pouvoir. Et là, alors que Pinochet prévoyait un voyage au Royaume-Uni pour raisons médicales, l'association de défense des droits de l'homme, donc Amnesty International, se dit qu'il faut agir. Elle va rentrer alors en contact avec l'avocat espagnol Juan Garcés, qui, déjà 2 ans auparavant, avait déjà accusé Pinochet de torture sur les ressortissants espagnols au Chili. Et là, en se basant sur un principe de droit international appelé compétence universelle, ils se sont lancés là dans une procédure qui visait à arrêter Pinochet. Bon, en gros, pour vous expliquer, en fait, ce concept, ça permet à un pays de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité, quel que soit le lieu où ils ont été commis. Et du coup, Pinochet, il est alors arrêté à Londres en vue d'être jugé en Espagne, et il est alors placé sur surveillance dans une clinique privée. Sauf que quelques temps après, en 2000, il est libéré pour des raisons de santé. Il va rentrer alors au Chili, totalement impuni, et il va finir ses jours tranquillou bilou. Et d'ailleurs, à l'époque, une fois arrivé à Santiago, il va même se permettre une ultime provocation. Parce que à Londres, alors qu'il se déplaçait en fauteuil roulant pour montrer son côté papy et faible, et bien là, une fois qu'il a pris l'avion et qu'il est de retour au bercail, du coup au Chili, face à tous les gens qui l'accueillent, du coup à la sortie de l'avion, et bien là, il se lève sans difficulté et il leur serre la main. Faut dire que sur la fin de sa vie, il éprouvait vraiment plus aucun remords. Je n'ai de pardon à demander à personne pour quoi que ce soit. Je n'ai jamais fui le combat, mais je ne le cherche pas non plus. Je crois que jusqu'au dernier jour de ma vie, j'essaierai de donner quelque chose à ma patrie. J'ai toujours respecté mes engagements. J'ai le sens de l'honneur que possèdent les militaires chiliens. J'ai toujours fait les choses comme il se doit. Bon, pourtant, à son retour au Chili, le pouvoir il a changé. Et le pays, c'est devenu une démocratie, et là les règles sont plus tout à fait les mêmes. Il est alors convoqué par la justice chilienne pour être jugé pour les affaires et les crimes de la caravane de la mort, ou même l'opération Condor ou encore le scandale de la Riksbank. Mais en tout cas, à chaque fois, ses avocats arrivent à repousser les procès en plaidant le fait qu'il soit sénile ou dément. Et finalement, Pinochet meurt en 2006 à 91 ans, sans avoir jamais été vraiment condamné pour ses crimes. Et d'ailleurs, son décès est pile le jour de la Journée internationale des droits de l'homme. Et en tout cas, à l'époque, la présidente du Chili, qui s'appelle Michelle Bachelet et qui est une ancienne victime de la dictature, elle refuse que Pinochet il ait le droit à des funérailles nationales. Et il n'aura alors droit qu'à un hommage militaire. En tout cas, de nos jours, 20 ans après, Pinochet refait parler de lui au Chili. Parce que là, juste l'année dernière, le Chili a élu comme président le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, dont le frère a été ministre de l'économie sous Pinochet. Il y avait quand même donc des petits liens. D'ailleurs, Kast est lui-même nostalgique de l'ancien dictateur, car il a déclaré « Si Augusto Pinochet était vivant, il aurait voté pour moi ». Et il a même nommé 2 anciens avocats de Pinochet au ministère de la Justice et de la Défense. Et là, enfin, du côté des anciennes victimes de la dictature et des exilés chiliens, le souvenir de Pinochet résonne encore comme un vrai traumatisme. Notamment quand des affaires sinistres sont fréquemment révélées sur des facettes très sombres de la dictature de Pinochet. Notamment l'existence de camps de détention tenus secrets
pendant des années. Et là, on en arrive à notre dernier secret, et justement pour le plus secret de ces camps de détention. Et d'ailleurs peut-être le plus sinistre d'entre tous, qui portait le nom de Colonia Dignidad. Alors au départ, ce lieu c'était un foyer pour jeunes qui avait été créé par un ex-nazi du nom de Paul Schaeffer et sur un domaine de 15 000 hectares dans la région de Parral. Vous avez la map de toute façon, sinon c'est un peu le bordel. Mais en réalité, cet endroit c'était une secte évangélique et dont les membres étaient utilisés comme esclaves et subissaient les pires traitements de la part de leur gourou. Et d'ailleurs encore plus sinistre, en fait ce lieu était connu pour pratiquer ouvertement la pédophilie. Et du coup, Pinochet, lui, il connaissait l'existence de ce lieu, mais il fermait totalement les yeux. D'ailleurs pire, il l'a utilisé comme lieu de détention et de torture pour sa police secrète de la DINA. Et d'ailleurs, Contreras, le chef de sa police, était d'ailleurs très pote avec les dirigeants allemands de la colonie. Et on estime d'ailleurs qu'une centaine de prisonniers politiques ont été assassinés ou enterrés dans le domaine. Et ce n'est qu'en 2006 que le gourou Paul Schaeffer a fini par être arrêté et condamné à 20 ans de prison. D'ailleurs, la même année où Pinochet est mort. Bien écoutez, j'espère que vous en savez maintenant beaucoup plus sur la vie et le règne de Pinochet. Alors, n'hésitez pas à donner tous vos avis en commentaire, mais c'est quand même fou de se dire que le gars n'avait aucun remords de A à Z. En tout cas, il était à fond dans son tunnel militaire jusqu'au bout. Et gardons aussi en tête qu'il n'a jamais été puni pour tous ses crimes. C'était une autre époque, clairement. Et aussi, bien sûr, vous pouvez checker mon lien en description pour découvrir l'offre de Mammouth AI. C'est vraiment un super outil, comme je le disais au début, qui vous permet d'accéder aux dernières versions des meilleurs modèles d'IA. Et le tout sur une seule plateforme pour seulement 10 € par mois. Bref, si vous voulez vous simplifier la vie et que vous voulez utiliser un truc sans partir dans tous les sens, utilisez Mammouth AI. Bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine. Et d'ici là, faites de beaux rêves.